Salut sportifs, la famille PFE, bienvenue à bord pour une nouvelle randonnée où nous planchons sur les sorties plus ou moins abouties des sélections allemandes, espagnoles ou encore françaises. Revoilà les majeurs pour le bonheur des fans après la fenêtre internationale. La bataille pour le titre en outre-Manche continue entre City et Arsenal, le classiqueur Bayern Dortmund qui reste toujours pétillant. Au Vélodrome, l'OM veut titiller le Paris Saint-Germain. Que dire du match Real Bilbao au menu au niveau de la Liga et la Fiorentina qui est l'hôte du Milan AC en Série A. Les profils des gardiens de but, sur quels critères sont-ils choisis? Sont-ils considérés à leur juste valeur dans les clubs champions au niveau des différents majeurs? La question taraude les esprits des spécialistes. On les retrouvera bien sûr dans le débat. Numéro 857 de votre mag sur Sport FM. La 91.9 et sportfmtg.com à travers tous nos canaux de diffusion. On vous prie simplement de vous installer tout à l'aise et de suivre tout ce qu'il va se passer. Tout de suite, on démarre. Plateau Foot Europe, oui, c'est tout de suite. Et maintenant, avec les spécialistes qui sont là. Franck Dougnama, il est là, bienvenue. Bonjour à vous et salam alaikum. Alaikum salam, bonjour Angelo, bonjour Dela, bonjour Roméo, très heureux d'être là comme toujours. Merci encore une fois d'être présent. Delanov, bonjour et bienvenue. Merci Angelo, bonjour à toi, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme, hein? Je vais très bien. Et Roméo Milico? Oui, ça va. Vous allez bien? C'est la pleine forme. Bonjour à vous. Bonjour. Et c'est un heureux vendredi. Ah oui? J'ai vu Vendredi beaucoup. saint. Ouais, c'est un vendredi saint. Ouais, il y a ouais. beaucoup de soleil. Oui. Et puis, ouais, c'est de l'énergie. N'est-ce pas? Bien sûr. Il y a de la lumière partout. Tellement. Oui. Sa Majesté Pélagie Meko, mais de l'autre côté, elle est à la mise en onde avec le Madrilène, invétéré, et l'homme à Dogon, qui lui s'occupe de la caméra. On va parler du Real Madrid tout à l'heure. Le Vinicius Junior de la maison. Ah, c'est comme ça, vous l'avez souligné. Oui. Non, mais- Vous l'avez surnommé, pardon. Non, mais Intéressant. De la maison. En tout Intéressant. cas, c'est le Vinicius le plus calme que j'ai connu. Elle est bonne celle-là. On va commencer justement avec le sourire pour parler des matchs de date FIFA avec les sélections européennes dont nous avons l'habitude de décortiquer l'actualité ici. Avec l'Allemagne, oui, qui remet la couche après avoir dominé la France 2-0. L'Allemagne qui revient en battant les Pays-Bas 2-1. Mine de rien, Franck, à l'arrivée, c'est 2 matchs, 2 victoires pour la Mannschaft. 4 buts marqués, 1 encaissé. Cette équipe d'Allemagne, pourra-t-on dire qu'elle revient au bon moment? Comme on l'a dit, répété la dernière fois, à 3 mois de son euro. Oui, c'est important, on l'a dit la dernière fois, de se rassurer, de retrouver de la confiance, de pouvoir se faire pardonner un tant soit peu auprès des supporters. Parce que là, à un moment donné, personne ne considérait plus cette équipe nationale d'Allemagne. L'Allemagne qui a chuté, vous regardez un peu le classement Oui. FIFA. L'Allemagne qui a l'habitude d'être dans le top 3 a dégringolé complètement. Donc cette équipe ne suscite plus de la confiance, de l'assurance auprès de ses fans. Donc ces 2 matchs ont été vraiment, on va dire, un créneau pour eux de pouvoir remettre quelque chose, de pouvoir rassurer, parce que là, ils organisent l'Euro dans 3 mois. Donc voilà, 2 victoires, c'est important, surtout celle sur la France qui reste un match à part. Donc ils l'ont fait 2-0 et puis face aux Pays-Bas, c'est quelque part une tradition. Oui. Lorsque ces 2 sélections se rencontrent, l'Allemagne a toujours souvent pris le dessus, même si sur certains matchs ils ont flanché. Donc c'était bien de pouvoir gagner, se rassurer, vous l'avez dit, 4 buts. Marqué, un seul encaissé. Donc ça va permettre maintenant à Nagelsmann de pouvoir se projeter et de regarder un peu ce qu'il va se passer devant, même si c'est 2 matchs amicaux. La singularité, en tout cas, dans ces matchs de l'Allemagne, c'est qu'on n'a pas choisi, en tout cas, des adversaires de moindre calibre. On parle de la France, quand même, plusieurs fois, sinon 2 fois Oui. champion du monde, si je ne Champion me du trompe monde. pas. 2 fois champion du 2 monde. fois champion du monde. Oui. J'ai toujours 98, révisé. Ouais, 98 et puis 2018. Vice-champion Merci. du monde en titre. Merci beaucoup de le préciser. Et là, les Pays-Bas, qui a ouvert le score grâce à Havermann, 4e minute de jeu. Et derrière, on voit cette équipe de l'Allemagne réagir. La dernière fois, vous parlez de Füllkrug. Oui. Il a marqué dans ce match-là Oui. pour l'Allemagne. Est-il le futur, on pourra dire, Miroslav Klose, l'attaquant de pointe de la Mannschaft? Oh bon, ça va être un peu compliqué de le comparer à Miroslav Klose quand on sait la qualité, quand on connaît la qualité de ce garçon. Mais je dirais quand même que oui, il a presque le même profil que Gomez.
Mario Gomez, l'ancien joueur du Bayern de Munich. Et... Gomez pour un Allemand, c'est rare. Mais Gomez pour un Allemand, franchement, à l'époque, ça ne nous amenait pas à se poser des questions. Mais après, je me suis dit, Gomez, Allemand, c'est comme on retrouve Nicolas Jackson au Sénégalais. Exactement, voilà. Vous avez tout dit. Donc, en tout cas, j'espère que c'est un garçon qui va beaucoup apporter à cette attaque allemande. C'est un profil qui a tellement manqué à la Mannschaft. Et aujourd'hui, quand on retrouve un garçon comme ça, renard de surface, buteur, très tranchant, très adroit, très précis, qui fait toujours des bons appels. C'est vrai, il n'est pas trop rapide en tant que tel, mais il est très bon comment dire en mode déviation, voilà, jeu de tête et tout ça. Il est très bon et c'est un attaquant complet. Donc, c'est tout ce que cette équipe d'Allemagne demande. Si on sait qu'à côté, on a des joueurs rapides comme les Jamal Musiala, comme peut-être le Roi Sané, Gnabry qui vont peut-être revenir en sélection. Oui. Je crois que c'est tout bénéf pour l'Allemagne, surtout aussi, comme vous l'aviez dit, face à ces deux adversaires qui ne sont pas des moindres. Pas du tout. Je me dis quand même que celui-là qui doit être fier aujourd'hui, c'est Nagelsmann, parce qu'il y a quand même un début de travail et il y a déjà des fruits qu'on voit qui déjà sautent aux yeux. Je crois que l'Allemagne, même si je ne vais pas dire qu'elle est déjà prête pour son euro, elle va quand même donner de vraies belles impressions. Des signaux intéressants pour attendre d'avance pour Nagelsmann. Dès là, il y a également une particularité pour ne pas faire de comparaison entre le Bayern et cette équipe d'Allemagne, c'est que la défense n'est souvent pas au rendez-vous ces derniers moments. On a vu Vermaelen qui marque dès la 4e minute. Quand on revoit le jeu, Memphis Depay qui était pratiquement seul dans la surface, qui se permet de délivrer une belle passe, sinon un caviar à Vermaelen. Ça aussi, ça reste le chantier de Nagelsmann à quelques semaines, sinon il y a quelques mois de l'Euro. Oui, je pense que oui. Non seulement l'Allemagne, on a vu avec l'Espagne entre-temps, quand le Barça et puis le Real allaient très bien, on a vu une équipe espagnole très solide. Du côté de l'Allemagne actuellement, on sait qu'avec le Bayern de Munich, ça ne va pas trop fort, surtout sur la ligne défensive. On ne voit pas un véritable Allemand. Un diamant j'aime ça. Un diamant d'Alam. Vous prenez la ligne défensive du côté du Bayern Munich, c'est d'élite, c'est Rick Dyer, c'est Upamecano. C'est le Chinois, non, c'est le Coréen. Kim Min-jae. Voilà, on n'a pas cet Allemand-là qui est maître de la défense. On retrouve beaucoup plus les Klosterberg, les Zoule, les Hummels qui ne sont même plus en sélection actuellement, ou encore Rudiger du côté du Real Madrid. Ça veut dire que quand l'équipe phare de votre championnat, l'équipe qui donne beaucoup plus d'éléments à la sélection n'est pas forcément au point. Alors ça déteint tout de suite. Ça déteint tout de suite sur les performances de la sélection. Maintenant, vous prenez l'Allemagne sur ces deux sorties. Moi, je pense qu'ils ont montré beaucoup plus de caractère parce qu'on sait que c'est le dernier regroupement avant l'Euro. Il fallait montrer beaucoup plus de cran, il fallait montrer beaucoup plus d'ardeur. Mais visiblement, attendez, c'est pas quand même, on pourra dire, un sursaut d'orgueil éphémère. Vous pensez que ça sera dans la durée? On les verra avec cette même mentalité à l'Euro? Je pense plutôt qu'ils ont l'obligation d'être dans la durée avec cette mentalité. Parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont plus de regroupement à faire avant l'Euro. C'est parti pour la liste définitive ou bien provisoire avant la compétition. Il faut montrer beaucoup plus de cran. Et en club aussi, je suis sûr que ces joueurs sont concernés. Vous prenez Florian Wirtz du côté du Bayer Leverkusen. Il est l'un des pions essentiels de Xabi Alonso. Et je crois que, en tout cas, cette journée FIFA a donné beaucoup plus d'idées à Julian Nagelsmann plutôt que tout autre sélectionneur. On va parler d'une autre sélection. Il s'agit de l'Espagne qui s'offre un 3 buts partout, un match de gala entre l'Espagne et le Brésil. À l'arrivée, Rodri qui se permet un doublé sur penalty. Et puis quel but de Daniel Olmo dans la surface de réparation. Il s'est bien amusé en tout cas des défenseurs brésiliens. Vous avez aimé? Non, mais j'ai aimé. On s'attendait à ce que ce soit un Brésilien qui marque ce but, mais bon, là c'est un Espagnol. On se disait si les deux équipes ont changé de maillot. Oui. Voilà, on se croirait. Pas du tout. Voilà, c'est pas le cas. On se disait si c'est le Brésil qui a porté le rouge et l'Espagne était en bleu. Mais non, mais c'est juste pour dire que le but était fabuleux. Et les défenseurs, oui, c'est vrai, Berardo du Paris Saint-Germain, il aurait passé une très très mauvaise nuit la dernière fois. Mais voilà, c'est pas aussi un jeu qu'on
connaissait à Dani Olmo. Moi, je ne l'ai jamais vu comme ça à Leipzig. Mais bon, c'est se dire que quand tu es un joueur de qualité, il y a des choses que tu peux te permettre. Et surtout quand tu es en confiance, il y a des choses qui marchent. Et bon, voilà, c'est bénéfique pour la Roja. Et du côté du Brésil, on connaît ces joueurs. Hein. Il y a Rodrigo qui a marqué, tout comme Paqueta. Hendrick, bon, le futur crack, futur madrilène. On l'attend très bientôt. Et c'est quoi le relevé? Franck, on va parler de la France qui se reprend face au Chili, 3-2 à l'arrivée avec des buts de Fofana, Kolo Muani et puis Giroud. Il fallait faire un bon résultat pour éviter les critiques. Ouais, il fallait une réaction. C'est vrai que c'est 3-2, mais c'est une victoire qui pose toujours des questions. Oui. Parce que là, sur toutes les rencontres disputées par les Bleus, ils prennent toujours des buts. La dernière fois, vous allez remarquer, c'est 2 contre l'Allemagne. Oui, le Chili qui a marqué un premier. Exactement. Après, ils ont eu à réagir. Oui. C'est vrai, il le fallait pour se remettre en route. Comme Kylian l'a dit, c'est vrai que c'est des matchs amicaux, ne donnent pas, on va dire, une vérité absolue. Oui. Mais c'était quand même important de gagner pour se rassurer après ce que les gens ont appelé la débâcle face à l'Allemagne. Donc ils ont su le faire. Bon, ils n'ont pas exagéré sur le qualificatif. Oui, oui. Donc ils ont su le faire. C'est important pour des joueurs parce que c'est aussi là le dernier match avant la liste officielle pour l'Euro. Donc il y avait des gens qui ont besoin de gagner des points, de rassurer le sélectionneur Didier Deschamps, et surtout Kolo Muani a réussi à le faire. Donc voilà, mais on n'a pas vu des joueurs comme Saliba qui ont encore perdu un peu la main sur ce match-là. Donc c'était important quand même de gagner, se relancer, se rassurer, surtout lorsqu'on fait partie des favoris. Et surtout cette équipe de France, très attendue hein, au niveau de l'Euro. Franck parlait tout à l'heure de la liste, ce serait très bientôt. La liste de Didier Deschamps. Je crois que c'est le 16 mai. Oui, très attendu. Hein. On attend de voir qui seront les heureux élus, même si on sait que Kylian Mbappé, lui, naturellement, même les yeux fermés, Deschamps va là. Il sera. Tout comme Giroud. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais miser maintenant, tout sur Olivier. Entre Kolo Muani et Dembélé, that is the question. On attend de voir. Non, les deux vont y aller. Ouais, les deux vont y aller. Même Saliba. Bon, Tchouaméni, Kamavinga, on sait, ils seront également de la partie. Mais on attend de voir. Celui-là qui sait qu'il ne sera pas là, c'est Guendouzi. C'est Guendouzi. L'ancien de l'Olympique de Marseille. Messieurs, nous finissons bien sûr avec les matchs FIFA. On enchaîne avec cette très bonne nouvelle pour la Géorgie d'un certain Kvaratskhelia qui disputera l'Euro. Et puis de Mamardashvili. Oh, quelle bonne nouvelle pour lui. En tout cas, il le mérite. Hein. Il le mérite. La Géorgie qui fait 0-0 la dernière fois face à la Grèce et au tir au but s'en sort avec 4-2. Willy Sagnol et sa formation. Quelle interprétation, quelle lecture, quel est votre avis justement sur cette qualif de la Géorgie? Une première pour cette formation qui n'a jamais disputé l'Euro, et surtout avec un entraîneur français. Ce sera une première aussi. Vous vous rappelez du vainqueur de l'Euro 2004? La Grèce. Voilà, vous avez très bonne mémoire. Justement, la Grèce face au Portugal. Est-ce que la Géorgie sera la Grèce de 2024? Oh là, mais on attend pas. Ce serait quand même une très belle histoire. Voir Visha Kvaratskhelia, naturellement, il est la figure de pro de cette équipe. C'est vrai que la Géorgie compte beaucoup plus sur son groupe avec le travail que fait Willy Sagnol, mais ce sera trop tôt de dire que la Géorgie sera la Grèce de 2004. Pour l'instant, il se contente en tout cas de la qualification. Naturellement. Il y a de, si peut-être je peux allez-y, me permettre de prendre la place d'Angelo, il y a de quoi aller regarder les matchs de la Géorgie. Simplement à cause de Visha Kvaratskhelia. Ah oui, voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour cette sélection qui retrouve la poule F de l'Euro avec la Turquie, la Géorgie notamment, le Portugal de Cristiano Ronaldo et la République tchèque. Et dans la poule E, on retrouve l'Ukraine également qui décroche son strapontin pour la compétition. Ce sera aux côtés de la Belgique de Kevin De Bruyne, de la Roumanie et de la Slovaquie. Et la poule D enfin également complétée avec la Pologne d'un certain Robert Lewandowski, avec la France, l'Autriche et les Pays-Bas. C'est une bonne poule. Hein. On espère simplement que Robert Lewandowski, pourquoi pas, va aller titiller à la France et les Pays-Bas et leur tirer le poil du nez. Mon seul regret, c'est l'absence des Pays de Galles. Oui. C'est une très bonne équipe la dernière fois que j'ai vu. En matière de jeu. La jeunesse aussi. Exactement. Ils sont insouciants, ils ont développé un beau football, mais à la fin. Ça leur manque un Harry Kane. Hein. Ouais, face à la Pologne, c'était 0-0, ils ont perdu au tir au but. Exactement.
Ouais, j'étais un peu triste pour eux parce que c'est une très bonne équipe. Je me disais qu'ils méritaient quand même de passer. Mais bon, voilà, quand vous avez un certain Lewandowski dans une équipe, vous dites que ouais, lui, il mérite mieux d'aller là-bas. Même les yeux fermés dans la surface. Qu'un jeune Johnson qui a encore de l'avenir devant lui. Voilà. Histoire de lui faire honneur. Franck, la Géorgie de Willy Sagnol, un ancien champion du monde, champion d'Europe, mine de rien, il est allé dans un pays presque méconnu. Mais là, il est au devant de la scène. Il est au devant de la scène. Les dirigeants lui ont fait confiance depuis 3 ans. On lui a laissé la main libre. On sait que c'est quelqu'un qui connaît le football, qui sait quoi faire pour développer, on va dire, ce sport dans un pays. Et il avait tout pour pouvoir réussir, même si la Géorgie ne fait pas partie des références en Europe. On sait que depuis quelques années, c'est un pays qui a envie de se faire voir, qui a envie de faire partie des grands. Et voilà, le travail a été fait mollo. Ils ont connu l'échec par rapport au dernier mondial, mais ils n'ont pas renoncé. Le travail a continué avec tout le groupe qu'il a autour de lui. Et cette fois-ci, ça a réussi. Et vous allez voir la joie la dernière fois dans tout le pays. Un pays de 4 millions d'habitants qui vient de se qualifier pour sa première en matière de Coupe d'Europe. Je pense que Willy Sagnol a fait un travail posé et un travail assez convaincant pour ramener la Géorgie à ce niveau. Della parlait tout à l'heure de Kvaratskhelia. Des joueurs comme ça, on mérite quand même de se faire voir sur, on va dire, une compétition équipe comme nationale, justement, comme l'Euro. Et le regret surtout pour Erling Haaland, qui a échoué. Ça fait mal, avec la Norvège. Ça fait vraiment mal de ne pas le voir à cette compétition qu'est l'Euro. Et Willy Sagnol, on en parlait tout à l'heure, ancien de l'équipe de France et du Bayern Munich. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, ça a été un super joueur de football. Il avait même entre-temps aussi travaillé dans le staff du Bayern, avant de partir au Qatar, je crois. Et là, il a choisi la Géorgie. C'est rare. Un bon latéral droit. Bon, peut-être Laurent Blanc allait lui également aller chercher une sélection. Peut-être comme la Slovaquie ou le Liechtenstein. Pourquoi pas. Les adversaires du Portugal. Ah oui, voilà. Le Luxembourg. Ça, c'est pour aller titiller, bien sûr, les amoureux de cette sélection de certains Cristiano Ronaldo, qui sera naturellement présent à l'Euro dans 3 mois. Soyez-en sûrs. Messieurs, on va remonter derrière le générique et on va enchaîner désormais avec la fenêtre des majeurs. C'est tout de suite. Première Ligue Express News. On va évoquer désormais la 30e journée de Première Ligue anglaise. Oui, les fans peuvent retrouver les stades, les travées des stades pour justement savourer de la bonne bière, puis voilà, prendre des chips, puisque les matchs de championnat reprennent. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas les matchs de date FIFA. Donc, chacun a son choix. Je peux être également d'avis avec lui dans la mesure où parfois les week-ends, il n'y a que les matchs de championnat qui nous font rêver. C'est avec ces matchs de championnat qu'on délecte les week-ends et naturellement avec les journées FIFA quand vous êtes à la maison. Vous devez faire avec, vous n'avez pas le choix. Désolé pour vous. Faites avec. C'est très ennuyant parfois. Personne ne vous a obligé à être africain parce que ça c'est un peu, je crois, la démission de nos... du sommet. Sinon, si on avait ces journées FIFA là sur nos écrans, on n'allait pas dire ça. C'est vrai. Messieurs, on va parler du 30e chapitre de la Première Ligue avec samedi des matchs intéressants, notamment Chelsea. En tout cas, ceux qui sont les supporters de Chelsea vont suivre les Blues face à Burnley. Tottenham joue contre Luton Town. On aura Aston Villa face à Wolverhampton et puis Brentford qui accueille Manchester United. Dimanche, oui, là on suivra le déplacement de Brighton sur la pelouse de Liverpool. Liverpool aujourd'hui deuxième au classement avec le même nombre de points qu'Arsenal. Justement, les Gunners se frottent à Manchester City. Ça, Franck, c'est le tournant de la saison ou bien c'est un match important pour les deux équipes? C'est un match qui compte. C'est un match qui compte pour les deux équipes. Ils ont on va dire seulement un point d'écart. Arsenal à 64, City à 63. Et on se souvient que le duel entre le maître et son élève a toujours été au rendez-vous. Et on va noter que sur la phase allée, il y a eu cette victoire importante d'Arsenal. Peut-être qui aujourd'hui leur permettra psychologiquement de pouvoir faire face à ce match-là. Et voilà, c'est un match qui compte. Même si après ce match-là, il va rester 24 points à prendre en championnat, celui qui va gagner ce match pourra peut-être être champion de cette saison. Donc un match important pour les Gunners qui attendent ce trophée depuis 20 ans.
depuis les invincibles de Robert Pires, Patrick Vieira et tous les autres. Oui. Il va falloir que Mikel Arteta, qui souvent a eu beaucoup d'arguments pour aller chercher ce titre, mais qui a plongé après, on se souvient de la saison dernière. Donc, c'est un match important à gagner. Le faux pas n'est pas permis si on a envie vraiment d'aller chercher ce titre, alors que City également veut réaliser le quadruplé. Donc, vous comprenez un peu ce que ça va être. Roméo, quel est votre sentiment avant ce match-là? Non, mais c'est un duel au sommet. C'est le match que tout le monde veut regarder en Angleterre en ce moment, surtout quand on sait que les deux équipes sont dans la course pour aller chercher le titre. Moi, j'attends surtout de voir cette bataille-là en milieu de terrain parce que c'est là que Arsenal avait fait la différence sur le match aller. Et puis, quand on voit encore aujourd'hui tout ce qu'est capable de faire Declan Rice, il a encore démontré la dernière fois en sélection. Vous avez un coup de cœur pour ce joueur-là? Oui, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau. Ça part, c'est vrai, quand il partait. Vous, il a progressé? Il a tellement progressé. Et aujourd'hui, il donne tort à tous ceux qui ont pensé qu'il ne méritait pas ce prix-là quand il quittait West Ham et tout ça. Moi-même, j'en fais partie. Maintenant, je me dis quand même qu'aujourd'hui, oui, c'est un peu le Patrick Vieira d'Arsenal. C'est un peu comme Mathieu Flamini à l'époque, comme un peu Alessandro Song qui jouait un peu au boss-to-boss, mais après aussi jouait comme des organisateurs de jeu. Franchement, c'est un garçon que j'adore beaucoup. Si lui, il arrive quand même aussi à apporter ce plus-là dans le milieu de terrain d'Arsenal, ça va forcément libérer Odegaard et puis soit Jorginho ou je ne sais qui. Martinelli, on parlait un peu de son indisponibilité avec Bukayo Saka également et Gabriel. Bon, je me dis quand même que ça peut aussi se jouer à ce niveau aussi. Il y a de ces quadors-là qui ne vont pas jouer. Oui. Mais quand même, connaissant cette équipe d'Arsenal, avec cette jeunesse et aussi cette mentalité-là à pouvoir aller titiller les grands, ils peuvent quand même faire mal à Manchester City. La question qui est là sur la table, elle est inévitable. City et Arsenal sont en Ligue des Champions. Les deux sont en course pour la Première Ligue. Quelle compétition faut-il prendre au sérieux? Je pense pour Manchester City, avec Pep Guardiola, le monsieur n'a jamais... Il n'y a pas de choix. Hein. Voilà. Le monsieur n'a jamais privilégié une compétition par rapport à l'autre. Mais pour Arsenal, je pense que Arsenal peut miser sur la Première Ligue parce que ça fait pratiquement 20 ans que ce club... Vous pensez que les supporters des Gunners préfèrent la Première Ligue à la Ligue des Champions? Les Anglais même préfèrent parfois la Première Ligue à la Ligue des Champions. Donc je pense que les supporters d'Arsenal ne diront pas le contraire. Ne diront pas le contraire. Maintenant, si vous prenez la configuration de cette rencontre, moi je me dis City, qui, quand on prend la dernière ligne droite de chaque saison, est un club qui ne perd jamais. D'accord. Est un club qui ne perd jamais, que ce soit, même s'ils jouent avec des gros, soit ils les gagnent, soit ils font un match nul pour préserver leur acquis. C'est ça qui donne beaucoup plus de piment à cette confrontation. Peuvent-ils encore le faire cette année? Cette saison? C'est la grosse interrogation. Ils sont troisième, à un point d'Arsenal. Entre-temps, Liverpool également est là. Oui, Liverpool est là, Arsenal est là, mais on sait que Arsenal, ça a toujours été cette formation qui fait, en tout cas, une très bonne série derrière. Oui. Ça peut retomber, mais on a vu Arsenal aussi qui a fait 6 matchs face à City, qui n'a jamais gagné. Vous croyez en quelque chose pour Arsenal, visiblement? Je crois en quelque chose pour Arsenal, mais de l'autre côté, je me dis, City est capable de tout. Parce qu'on a vu combien de fois cette équipe est capable de répéter les efforts, de répéter les performances. Et je donne quand même du 50-50. Ah, mais il faut un vainqueur. Ouais, bon, oui, on l'a compris. 50-50. Liverpool va prier pour que ça coince. Non, mais là où, si Liverpool gagne et les deux font match nul, c'est intéressant pour les Reds. Voilà, et puis la dernière fois, City face à Liverpool, là où ça s'est joué. Ils ont fait un but partout. Oui, un but partout. Là où ça s'est joué, c'est en termes d'intensité. Liverpool a mis l'intensité tout de suite après le but de Manchester City. Et après, ils sont allés chercher l'égalisation. Lui, était les ratés de Luis Diaz. Liverpool allait peut-être gagner ce match-là 2 ou 3 buts à 1. Et en termes d'intensité en Angleterre, sur les 2 dernières saisons, je crois que Arsenal est beaucoup mieux. C'est ce que Arsenal sait très bien faire.
avec, comme je le disais tout à l'heure, ces milieux de terrain qui sont très impactants, qui aident beaucoup plus les défenseurs. Et dans la relance sur les côtés, vous avez Ben White qui monte tellement. Mais à l'arrivée, les résultats des courses, c'est pas le titre de champion pour l'instant pour Arsenal. Oui, ben parce que quelque part, il y a souvent de ces matchs-là où vous êtes un peu en dedans, ça ne marche pas, vous faites soit nul, soit vous perdez. C'est ce qui fait que Arsenal est encore derrière. La saison dernière, c'est ce qu'on a vu. Oui. Il a fallu que Ramsdale fasse 2 bourdes et puis pour faire 2 Vous les matchs nuls. sentez mieux armés? Je les sens mieux armés parce qu'aujourd'hui, tout le monde disait Gaïa, il ne peut pas remplacer Ramsdale. Raya, pardon. David Raya. Je l'ai confondu un boxeur. Gaïa, je pense que c'est beaucoup plus du côté de Valence. Valence, Exactement. voilà. José Gaïa, le capitaine. Voilà. Maintenant, on disait qu'il n'allait pas remplacer Ramsdale, mais c'est ce qu'il a magnifiquement bien fait à Arsenal. Il s'est tout de suite imposé, il a pris sa place et il donne beaucoup de confiance à Arteta. Je crois que en termes d'intensité, si Arsenal met beaucoup d'énergie, ils peuvent aller chercher City. Le match, il est très attendu à partir de 16h30 dimanche. Prenez le rendez-vous, rien à rater là-dessus. Nous, on reviendra bien sûr sur cette confrontation entre Pep Guardiola et Mikel Arteta. Les deux se connaissent très bien. Ils sont espagnols, ils ont travaillé ensemble. Mais quand il s'agit de football, il n'y a pas question de pitié ni de sentiment. Voilà ce qu'on retient de cette confrontation attendue entre City et Arsenal. Messieurs, on va parler d'un autre championnat. On se demande que va-t-il se passer, va-t-il se passer, et on y va. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Oui, ne soyez pas surpris. Le Bayern n'est pas pour l'instant leader du championnat. C'est Leverkusen qui mène la danse avec 10 points d'avance sur le Bayern. Mais le Bayern joue contre Dortmund, le classiqueur. Ça a toujours son effet. Et là, on va y croire jusqu'au bout. Oui, c'est toujours des matchs à part, même si depuis, on va dire, 11 matchs, le Bayern a toujours gagné. Il n'y a eu qu'un match nul pour le Borussia Dortmund. Donc ça laisse un peu planer le doute sur la capacité des Jaunets noirs à faire face, on va dire, aux joueurs bavarois. La dernière fois sur la phase aller, c'était 4-0 pour le Bayern de Munich. Donc c'est un match à part, c'est un match qui rassemble, c'est un match qui divise, on va dire, les deux villes. Mais je pense que même si aujourd'hui le Bayern traîne un peu, ils ont la faveur des pronostics. Maintenant, absolument. Un match de football reste un match de football. Quand c'est un classiqueur, il peut y avoir toujours d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense que le Bayern a les moyens d'aller chercher le Borussia Dortmund. Vous le dites si bien, ils ont les moyens. Et visiblement, on a l'impression que Thomas Tuchel ne veut plus perdre de match. Et là, il prend tout au sérieux. Au moins partir avec la deuxième place. Avec la deuxième place. Vous n'êtes pas sérieux, vous. Parce qu'il est quand même arrivé pour conserver le titre du Bayern de Munich. Cette saison, je suis sûr que ça n'arrivera pas. Et en Europe aussi, c'est vrai que le Bayern de Munich peut créer la surprise en remportant la Ligue européenne des champions. Mais en Bundesliga, on sait que ça va être très compliqué. Mais dans des rencontres comme ça, on a vu plusieurs fois le Bayern de Munich gonfler ses muscles pour pouvoir battre copieusement le Borussia Dortmund. J'aime bien le qualificatif. je me demande même, ça remonte à quand le Borussia Dortmund a encore battu le Bayern Munich. Ça date aujourd'hui. Je pense dans la Super Coupe d'Allemagne, non? Même là, c'est en 2019. 2019, voilà. 2019, ça fait presque 4 ou 5 ans. Vous ne voulez pas le dire, c'est une éternité. Que le Borussia Dortmund n'a plus battu le Bayern Munich. Et aussi, vous retrouvez aujourd'hui un joueur comme Harry Kane, un joueur qui est capable, 31 buts marqués, de marquer dans toutes les positions possibles, que ce soit dos, il y a le retour de Jadon Sancho aujourd'hui à Dortmund qui fait du bien aux jaunes et noirs. Vous pensez? C'est vrai, mais le problème, est-ce que c'est devant? Le problème, ce n'est pas devant, c'est beaucoup plus derrière pour le Borussia Dortmund. Vous avez Mathieu Mels qui connaît bien le Bayern. Vous avez Niklas Süle. Ils étaient là la saison écoulée, mais ils n'ont pas pu prendre le moindre point face au Bayern Munich. Voilà. Ce qui veut dire que on donne tout de suite peut-être 80-20. 80-20. Oui. Là, vous n'êtes pas indécis. Là, c'est clair. Pour le Bayern Munich. Alors, on rappelle qu'au classement, le Bayern a 10 points de plus que le Borussia Dortmund. Franck, oui, ça, c'est une affiche à suivre. Et que dire de Leverkusen? C'est quoi son actualité déjà? Oui, le Bayer Leverkusen, leader intouchable de cette compétition, reçoit Hoffenheim.
Dilas Bebou. Les coéquipiers d'Ilas Bebou ont du travail à faire. Je suis désolé. Sur le match aller, ça a été très serré entre les deux. Finalement, le Bayern avait gagné 3-2. Exact. Donc, c'est un match important, un match qui compte. Si cette équipe veut quand même gagner le championnat, c'est pratiquement fait. Mais il faut maintenant rassurer. Exactement. Il faut maintenant mettre la barrière pour décourager le Bayern. Donc, c'est un match qu'ils doivent gagner face à Hoffenheim. Je pense que c'est aussi possible pour les hommes de Xabi Alonso. Avant de retrouver Franck pour la suite, Roméo, vous pensez que ce Leverkusen, c'est bon, ils feront une saison avec zéro défaite? Bon, je crois que si défaite, il va y en avoir. Ça ne peut être qu'en Europa League. Mais je ne les vois pas perdre en championnat, bien sûr. Je ne vais quand même pas dire tout de suite qu'ils seront des invincibles, non. Mais ils sont sur la voie. Oui, ils sont sur la voie. Aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas peur quand même de perdre. Mais quand vous vous dites que quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes pas en danger. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui. Je crois qu'ils sont beaucoup plus confiants. Ils n'ont pas peur. Si la défaite, ça vient, tant pis. Si ça ne vient pas, tant mieux. Ils se sont préparés pour ça et petit à petit, ils font leur chemin. Je crois quand même qu'en championnat, il n'y a rien qui puisse encore les inquiéter. Incroyable. Mais en Europa League, oui, voilà que tout le monde vient avec des idées tellement bien préparées. On étudie tellement minutieusement l'adversaire. Oui. Ça peut peut-être venir à ce niveau-là. Mais en championnat, je le vois très bien souverain. Tous les autres n'ont pas pu battre cette équipe de Xabi Alonso. 66 buts marqués, 18 seulement encaissés, 0 défaite, s'il vous plaît. Ah oui, c'est incroyable. Et Franck, on a parlé du Bayern, de Dortmund, on a parlé de Leverkusen. Que dire de Leipzig et d'autres comme Stuttgart, par exemple, de Guirassy? Oui, Leipzig qui joue contre Mayence. On a comme l'impression que c'est un match facile pour Leipzig qui est 5e face à Mayence qui se cherche 16e au classement. Donc normalement, Loïs Openda et coéquipier pourraient faire le travail face à cette équipe. On regarde encore d'autres matchs. Il y a ce match entre Werder et puis Wolfsburg. Oui. Francfort joue contre Union Berlin. Mönchengladbach a rendez-vous avec Fribourg. Et ça, c'est des matchs de samedi. Dimanche, il y a 3 matchs pour boucler cette 27e journée. Oui. Augsbourg joue contre Cologne. C'est un match entre le 7e et puis le 17e au classement. Et Stuttgart, vous en avez parlé, 3e au classement, qui reçoit Heidenheim. Ça pourrait le faire, hein, parce que là, oui, à Heidenheim, quand on prend les deux promus, c'est bien ce club-là qui est solide, qui, j'allais dire, fait quelque chose de bien pour se maintenir. Et je pense que sur la phase aller, c'est un club qui a dominé, qui a tenu tête à Stuttgart. Exactement. Donc, ils vont se retrouver. Et puis, le dernier match, ce sera entre Bochum et puis le dernier au classement, Darmstadt. Darmstadt, pour l'instant, qui est à la 14e, non, 18e place, pardon. 18e place avec seulement 13 unités. Et on rappelle que Ciro Guirassy, avec son club de Stuttgart, est le deuxième meilleur buteur du championnat, avec 22 réalisations, très loin derrière un certain Harry Kane, qui en a déjà 31 en 26 journées. C'est quand même assez surréaliste de terminer meilleur buteur, mais de ne pas avoir le titre de champion. Et dire que tout le monde avait cru qu'Harry Kane sera champion avec le Bayern Munich. Malheureusement. Mais visiblement, il a tellement d'ennemis. Hein, il doit encore attendre. Il faut qu'il aille prier de temps en temps. Il doit encore attendre. Il doit encore attendre s'il est là jusqu'à la saison prochaine. La meilleure façon d'attendre, c'est de toujours attendre. Oui, ça, elle est bonne. Hein. Elle est bonne, celle-là. La meilleure façon d'attendre, c'est toujours d'attendre. Harry Kane, vous avez le message. C'est clair là-dessus. Je crois qu'on va mettre ça au programme pour l'année prochaine. Vous ne savez pas que nous avons des philosophes comme ça. Toujours des bons philosophes. Donc, Schönherr Nyama, nous avons parlé de l'Allemagne. Désormais, on va enchaîner avec un autre majeur. Aquí está la Liga Española. L'acte 30 de la Liga avec ce match, très intéressant, attendu du côté de Montjuic, avec le Barça qui joue à la maison contre Las Palmas, et ils doivent tout faire pour gagner. Et puis Retafe qui accueille le FC Séville. À une certaine époque, c'était un gros match, mais là, le FC Séville cette année ne va pas du tout bien. Mais on attend de voir ce que pourra produire Jen Daconam et ses coéquipiers face à Sergio Ramos et compagnie. Et dimanche, on aura ce match-là très intéressant entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Roméo Mileko, le Real a-t-il droit à un faux pas ou bien on prend tout au sérieux? On prend tout au sérieux, surtout quand on a un adversaire comme l'Athletic Bilbao devant, on ne peut jamais s'amuser parce que
Bilbao reste, quoi qu'on dise Bilbao, même si quand on prend les dernières confrontations. Il n'y a que face au Barça qu'Athletic Bilbao et Bilbao. Oh oui, ben, vous prenez ça aussi de la même façon. Il n'y a que face au Real Madrid que l'Atlético Madrid et l'Atlético Madrid. Face au Barça, l'Atlético Madrid ne fait pas le poids. C'est un peu pareil, c'est un peu inversé. Chacun a sa bête noire. À sa bête noire, c'est tout. Parce que déjà, je suis d'accord avec vous quand vous dites ça, parce que il y a déjà 34 confrontations depuis 2008 que l'Atlético Bilbao n'a plus gagné. Je crois que c'est 6 victoires, 4 matchs nuls. Oui. Le reste, c'est pour le Real Madrid. La dernière fois, c'était avec Adouris. Voilà. Mais il y a le frère Williams, mais bon, il y a très longtemps, c'est un garçon très très bon aussi de la tête. Absolument. Mais vous venez de le dire, les qualités de Bilbao aujourd'hui, c'est les frères Williams qui se complètent beaucoup. Il y a un petit frère qui est très rapide, l'autre qui a adapté son jeu maintenant au nouveau système de Ernesto Valverde. Il n'est plus trop sur le côté. On ne sait plus s'il joue dans l'axe ou s'il est en 9,5. Il brouille un peu les pistes. Il brouille un peu les pistes et il s'est très très bien marqué Iñaki Williams. Oui, le Ghanéen. Il y a des qualités dans cette équipe à ne pas sous-estimer. Je crois que le Real doit prendre cet adversaire-là au sérieux. Et puis surtout, quand on a Jude Bellingham qui va revenir, je crois quand même que Carlo Ancelotti a des arguments aujourd'hui. Peut-être le seul point noir, on ne sait pas dans quel état de forme va jouer Camavinga, s'il va jouer ou pas. Il y a beaucoup de spéculations autour de sa blessure. Il y a quand même du doublure nécessaire. Vital, non? Oui. Diaz peut faire le boulot, non? Oui, aujourd'hui, c'est une équipe du Real Madrid qui ne va pas se plaindre parce qu'il y a une blessure ou voilà, quoi que ce soit. Voilà. Mais c'est quand même des détails sur lesquels il ne faut pas fermer les yeux, il faut les prendre au sérieux parce que aussi il y a la Ligue des Champions qui arrive derrière. Absolument. Donc il faut savoir ménager ces joueurs-là. Un adversaire intéressant. Très coriace, c'est un os à aller croquer. Donc je crois que Bilbao reste un candidat sérieux. Un candidat sérieux, mais Ancelotti pour ce match et puis Ancelotti va vouloir aller faire un bon résultat. En tout cas, le Real, qui trust devant avec 72 unités, dire que les autres sont derrière. Le Barça dans 64, Gérone 62. On attend de voir. Visiblement, le Real est parti pour aller chercher une nouvelle couronne domestique. Voilà pour le calendrier, sinon le menu de la Liga. On va continuer de parler foot européen, toujours sur la radio qui mouille le maillot. Tout de suite, la prochaine destination. Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes désormais en Italie pour parler bien sûr du foot avec les tifosi qui reviendront bien sûr dans les travées des stades. On va parler de la Juventus qui est toujours deuxième derrière l'Inter, c'est ça? Non. Non, troisième? Troisième. Le Milan c'est là. Le Milan, c'est quand on est parti pour se détendre un peu. Le Milan, c'est après. Vous voulez la Le Milan, c'est a pris la place de la Juventus de Turin. Alors, ce week-end, ça va arriver avec la 30e journée et ça démarre demain samedi sur le coup de 11h30 avec l'explication entre le Napoli qui est aujourd'hui 7e au classement, le champion en titre qui ne sera plus champion, qui ne pourra plus conserver son titre, Victor Osimhen et puis Visca Kvaratskhelia vont accueillir dans leur entre l'Atalanta Bergame d'Ademola Lookman. Qui cherche également une place en Ligue des Champions. Justement, Ademola Lookman et puis l'Atalanta Bergame sont aujourd'hui 6e au classement, ce qui veut dire qu'ils font quand même une bonne saison et sur cette rencontre, s'il arrive à gagner encore, ils continuent à pas rester au moins devant le Napoli. À 14h, deux rencontres sont au programme. On a Genoa qui joue Frosinone et puis Torino qui reçoit l'AC Monza. À 17h, la Lazio Rome. Une très belle rencontre aussi à suivre entre la Lazio Rome 9e et puis la Juventus de Turin qui est classée aujourd'hui 3e. À 19h45, la Fio. La Viola aujourd'hui qui est 8e qui reçoit le 2e au classement, le Milan. Ça, c'est un match intéressant. Ça, c'est un match intéressant à suivre. L'ancien club de Jovic et puis du Marocain là, Amrabat, oui, aujourd'hui. Ribéry est passé par là. Ribéry est passé par là, qui reçoit le Milan, c'est d'Olivier Giroud. Dimanche, 5 autres rencontres également sont au programme. On note l'explication entre l'Inter Milan et puis l'Empoli. Pas l'Empoli. L'Inter Milan et puis l'Inter sera à la maison à 18h40. Il ne faut jamais être impoli à l'extérieur, il faut être impoli à la maison. À 10h30, Bologne joue à la Salernitana qui est bon dernier. A priori, ça devait passer pour
Thiago Motta et puis sa troupe. Pour l'instant, qui sont quatrième du classement qualificatif pour la Ligue des Champions. La Ligue européenne des champions, c'est bien pour Thiago Motta. Pour le moment. Et puis Lecce joue l'AS Roma, l'autre club aussi qui est en bonne forme du côté de la Serie A. Avec Daniele De Rossi. Depuis qu'il est arrivé, c'est seulement une défaite. Oui. Ça fait beaucoup de bien au club Diallo Rossi, le club Diallo Rosso, voilà, puisqu'on dit les Diallo Rossi pour le pluriel. Exactement. Et donc, les deux autres rencontres, c'est Cagliari qui joue le Hellas Vérone et puis Sassuolo qui joue Udinese. Sassuolo, Udinese également à suivre. Oui, mine de rien, on aura des buts dans ce match-là. On rappelle que ce sera le lundi de Pâques, hein, donc ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps d'être installé dans votre fauteuil pour voir tout ça de façon très, très, très intéressante. Grazie mille. Dignité, Seigneur. On se dit à tout de suite. On va terminer justement avec les majeurs. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. La 27e levée de Ligue 1 avec déjà ce vendredi un intéressant derby du Grand Nord entre Lille et Lens. Oui, c'est deux clubs qui ont été déjà au moins une fois champions dans l'Hexagone. Lille à une certaine époque avec les Dagui Bakary, que dis-je encore, Lens, oui, avec Pascal Nouma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous. Bon, peut-être non, vous remettez non, mais vous mais... commencez toujours chaque jour. Quand vous me parlez de Lens, moi, le nom qui me vient tout de suite, c'est Rigobertson. Voilà. Après, derrière... en tout cas, il y a eu des joueurs intéressants. Voilà. Donc, voilà. Marc-Vivien Fouet n'a pas joué. Il a joué à Lens. Et il a joué à Lyon également. Okay. Voilà. Et samedi, on aura Metz-Monaco. Là aussi, c'est un match intéressant, même si les Monégasques sont en déplacement dans la Lorraine. Ça me rappelle Agassa et puis Adebayo. Ah, voilà. Et que dire du match Lyon face à Reims? Là aussi, c'est un match intéressant pour Lyonnais qui, encore une fois, pourquoi pas, vont chercher à gagner et se maintenir un peu plus au niveau de ce classement. Dimanche, on aura Nice-Nantes. Là aussi, match intéressant à suivre. Avec le retour de Comboiré. Sur le banc nantais. Visiblement, quoi, il a signé un pacte avec Nantes. Non, mais il vient, il revient, il vient. Voilà, c'est sa maison. C'est sa maison. Donc, il peut revenir à tout moment. Il y a des entraîneurs comme ça, quand ça brûle, incroyable. C'est eux qui viennent éteindre le feu. Et après, quand vous commencez pas à mettre le club sur les rails, on basta quoi. Partir. Après, quand ça commence à pas brûler, on vous rappelle. C'est incroyable. Je me rappelle de Franck Passy à l'Olympique de Marseille. Oui. Il a toujours été dans ce rôle-là. Il y a également un autre aussi qui a été toujours dans ce même rôle-là avec lui. Donc voilà, c'est un peu malheureux pour ces. C'est malheureux, hein. Ouais, c'est très malheureux pour ces entraîneurs. C'est comme si on ne vous fait pas vraiment confiance pour diriger un club. Voilà, c'est comme s'il y a des gens pour qui on va écrire tout un projet, on va vous confier tout un projet avec des budgets qui vont avec et tout ça. Vous gâchez tout, vous gaspillez tout et puis maintenant on va aller appeler les pompiers pour venir éteindre et après c'est curieux. Moi je pense que Comboiré il est beaucoup plus dans ce registre là, il vient en sapeur-pompier. C'est sa spécialité. Pour moi c'est sa spécialité. Donnez-moi un peu comme Pascal Dubras. Donnez-moi cette saison que Antoine Comboiré a fait avec un club où son club a été dans le top des tops. Quand il a pris le Paris Saint-Germain. Oui, quand il a pris le Paris Saint-Germain, c'était bon, mais à un moment donné, on a vu que la tête ne plaisait plus. Voilà, ce football est révolu. Aujourd'hui, vous prenez Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille. Oui. C'est lui qui vient éteindre le feu à l'Olympique de Marseille. Et regardez déjà ces statistiques. Vous n'êtes pas sûr que demain on pourra lui confier par exemple Nice en pleine saison? En pleine saison, on ne pourra jamais construire un projet avec lui. Déjà même l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est celui qui va garder l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Fait une saison pleine avec l'OM? C'est pas sûr. Puisque l'OM Franck peut réagir sur l'entraîneur de Lille. De Lille, Fonseca. Tout ça, c'est malheureux, quoi. Ça veut dire beaucoup de choses. Si cet entraîneur n'est pas capable de faire une saison et de produire des résultats. Le problème, c'est l'entraîneur alors. Le problème, c'est l'entraîneur. Et non les dirigeants qui l'enrôlent. Et non les dirigeants. D'accord. Dans ce cas, oui, Franck. Je ne pense pas que Comboiré, le problème, c'est Franck Kita, le propriétaire de Nantes, qui ne fait que renvoyer les entraîneurs. Mais qu'est-ce que Comboiré a fait de mal quand il avait quand même donné l'occasion à Nantes de pouvoir gagner la Coupe de France. Et quelques mois plus tard, il le renvoie. Mais Franck, justement, je vous pose la question, est-ce que Comboiré est obligé d'accepter de revenir? Il cherche toujours de l'argent? Non, pas forcément ça. Lorsque vous l'écoutez, il dit oui, même si aujourd'hui, moi et le président, on ne s'entend pas, c'est mon club de cœur. C'est ce club-là qui m'a donné quelque part ce que je suis. Mais vous venez dans un club où le président n'est pas en sainteté avec vous. Oui, et mais il a travaillé là-dedans. Mais il a demandé qu'on lui laisse tous les pouvoirs. Et au départ,
Mais ça a été clair. Vous savez quoi, il dit, Franck, mais si vous vous imaginez immiscez... qu'il doit émarger le chèque pour Comboiré, il met 1-0, il fait moins. Donc oui, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et qui sait ce qu'il veut. Oui. Donc quand il est arrivé, je pense qu'il y a quelque chose, il y a de la place pour refaire quelque chose. C'est ça. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il va à l'aventure. C'est une maison qu'il connaît bien. Oui. On espère qu'il va pouvoir sauver les Canaries. Vivement, nous croisons les doigts pour lui et nous rappelons que Lorient sera face à Brest, deuxième. Hein. Brest est deuxième du championnat de France, s'il vous plaît. Avec Steve Mounier. Oui, le béninois, l'international béninois. Et que dire de ce match Marseille-Paris Saint-Germain-Delanove? Ça reste un classique qui motive, qui émeut. On doit toujours regarder. C'est une affiche qui a toujours donné envie de regarder. Et maintenant, si vous voyez les derniers résultats entre ces deux équipes, on sait que le Paris Saint-Germain est encore parti pour battre l'Olympique de Marseille. Mais on peut avoir peut-être un sursaut d'orgueil du côté des Phocéens. Ça vous vient du fond du cœur? Je crois qu'il parle grâce au dernier résultat de l'Olympique de Marseille. Tout ce que l'OM montre avec Gasset qui est arrivé. Voilà, avec Jean-Luc Gasset. Il reste quand même sur 2 défaites. Contre Justement. contre Rennes. Oui, Franck. Donc on ne sait pas trop ce qu'il va se passer face au Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, sur le plan résultat, on a envie de dire tout de suite que Marseille n'a pas les moyens de pouvoir tenir tête au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est une nouvelle vision avec Gasset. Qui sait? On verra. Vous le dites si bien. Qui sait? On va rester devant les écrans. Qui sait, c'est le nom des chiens. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. On suivra en tout cas ce match-là. OM-PSG, c'est un classique du foot français. Et très très intéressant pour nous, en tout cas qui aimons bien sûr le ballon rond. Messieurs, on a terminé avec la mise à jour du calendrier des majeurs. On va tout à l'heure débattre, mais avant, on va rapidement parler de la Ligue des championnes, sinon la Ligue des champions dames, avec l'affiche ou les affiches des demi-finales. On a déjà Lyon face au Paris Saint-Germain, ce qui est sûr, on aura un club français en finale. Et puis de l'autre côté, le FC Barcelone face à Chelsea. C'est l'autre classique. Match aller, 20 avril à suivre pour les demi-finales. Et puis retour, 28 avril, bien sûr. Nous allons terminer, messieurs, sur le foot européen. Avant de parler dans le débat, ou d'évoquer le débat, c'est la Jupiler League de Kevin Denke avec les matchs de play-off. Ça commence déjà ce samedi, mais Cercle Bruges, un match lundi, entre guillemets, pour moi, avril. Cercle Bruges sera face au FC Bruges. Franck, Kevin Denke, 29 matchs, 23 buts marqués en championnat. Il est attendu dans cette fenêtre des playoffs également. Forcément, il est attendu. C'est le joueur sur lequel le club compte maintenant pour faire la différence. Il est en confiance, même si sur les 2 derniers matchs amicaux du Togo, on ne l'a pas vu. Exact. Mais en club, il a cette étoile aujourd'hui qui le porte. Et il porte son club. J'espère qu'il va pouvoir avoir également de la réussite pour que le Cercle Bruges puisse avoir le résultat. Le match a lieu lundi 1er avril, Cercle Bruges face au FC Bruges. C'est un classique, un derby, voilà, justement. Et on aura tout le temps de revenir sur cette rencontre et ce calendrier des playoffs et les matchs à venir pour Kevin Denke, l'international togolais. Avec tout ce qu'il montre, avec tout ce qu'il fait, je crois que c'est dans ces matchs-là, il doit beaucoup plus se révéler. N'est-ce pas? Ouais, marquer dans ces matchs-là pour vraiment confirmer son statut de grand attaquant qu'il est, de tout ce qu'on pense de lui, quoi. Et surtout, finir dans un grand club européen pour la suite de la saison. Et désormais, on va faire des joutes verbales. Ça va cogner. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Place désormais au débat avec cette question, le profil des gardiens de but. Quand on regarde dans les grands clubs, que ce soit à City, au Bayern, au Real Madrid, que sais-je encore au Paris Saint-Germain ou encore à l'Inter Milan, ce sont des gardiens, en tout cas, sinon confirmés. Et on se pose la question, quels sont les critères sur lesquels on les choisit avant de poser une autre question. Dès là, ce profil des gardiens pour vous, quand vous les regardez dans ces différentes escouades-là, pour vous, c'est quoi? C'est le nom qui suffit? Ils ont autre chose, autre qualité qu'ils montrent et qu'on arrive à la recruter dans ces grands clubs? Pour les grands clubs actuellement, on sait que la taille est privilégiée. La taille est privilégiée. Premier critère. La taille. La taille. Minimum 1 mètre.
1m90. Minimum. C'est vrai que parfois on dit que la taille moyenne, ça peut être entre 1m80, 85, mais vous prenez la plupart des grands clubs aujourd'hui, le minimum c'est 1m90. Donc, simplement parce que ils ont beaucoup plus des bras longs pour pouvoir occuper beaucoup plus d'espace. Ça donne une envergure assez impressionnante. Vous prenez Manuel Neuer, on ne va plus revenir sur Thibaut Courtois également. Même Donnarumma, il semble qu'il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. Donnarumma, c'est pratiquement 2 mètres. Incroyable. Difficilement, vous pourrez les battre dans les duels aériens. D'accord. Et quand ils travaillent véritablement le jeu au sol, quand ils vont très vite au sol, ils sont imbattables. C'est là où vous vous mettez en faux parce qu'ils ne vont jamais très vite au sol, les gardiens qui... Mais vous prenez Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, c'est un gardien très grand de taille, mais qui va très vite au sol. Non, très grande taille, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, grande de taille. Buffon, c'est pas quand même 1m70. Oui, grande de taille, d'accord, mais très grande de taille, je crois que c'est un peu exagéré. Vous voulez qu'on enlève le trait? Oui. Par rapport à Gianluigi. Par rapport à Gianluigi Donnarumma, il est plus grand que Buffon. Oui, il est plus grand que Buffon, c'est ce que je dis. Mais c'est pour ça que Buffon va un peu plus vite au sol. Mais Donnarumma ne va pas très vite au sol. C'est pas sa qualité première. Thibaut Courtois, pareil. Courtois va très vite au sol. C'est vrai que souvent, il prend des buts entre les jambes, mais Courtois est un gardien qui va très vite au sol. C'est vrai, hein, quand vous prenez de l'âge, avec l'expérience, tout ça, là, ça se travaille, mais ce n'est pas leur qualité première, les gardiens qui sont géants. Vous prenez Pepe Reina, par exemple. Oui. Pepe Reina, ce n'est pas un gardien qui va vous... qui est presque à 2 cm de la barre transversale. Mais c'est un garçon qui vous sort des détentes. Vous prenez Fabien Barthez, il vous sort des détentes. Moi, je ne mettais pas tout quand même sur le physique. C'est vrai que c'est un aspect très important. Oui. Mais quand vous êtes un gardien et que vous avez de l'explosivité, quand vous êtes un gardien, vous savez comment faire des détentes. Vous savez choisir vos mains. Parce que la détente, ce n'est pas seulement il faut le faire, mais il faut savoir mettre aussi la main qu'il faut. Oui, surtout quand, par exemple, le ballon est en diagonale, soit il faut choisir la main gauche ou la main droite. Voilà, les gardiens qui sont très intelligents, c'est des gardiens qui font également le jeu. Aujourd'hui, vous prenez Pep Guardiola, vous lui posez la même question, il ne va pas vous parler tout de suite du physique d'Ederson. Il va peut-être vous parler de son jeu au pied. Il va peut-être vous parler de sa capacité à faire les appels et tout ça. Il y a ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Moi, je pense que le physique, après tout, c'est un des aspects. C'est un détail. C'est un petit détail, voilà. On se rappelle d'un certain George Campos, gardien légendaire mexicain, de petite taille, mais qui était faisait à peine 1m70, mais dans la détente. Il était vraiment bien sur les détentes, sur les envols. Exactement. Oui, un gardien de but, lorsqu'on le voit et qu'il a la taille, ça s'impose, ça impressionne. Oui, c'est important d'avoir, on va dire, un physique assez imposant et intéressant pour pouvoir peut-être gagner les duels sur le plan aérien. Et en plus de ça, si vous avez la taille et que vous allez très vite au sol, on l'a vu par exemple avec le gardien du Real Madrid, Courtois, sur une frappe de Mané. Et il était allé très vite au sol pour sortir le ballon. Et là, ça fait le tour du monde. Donc c'est important. Maintenant, au-delà de tout ça, un bon gardien qui joue le rôle de leader doit être un gardien qui a de l'autorité, qui communique avec sa défense. Parce que là, le gardien a eu une vue panoramique sur tout ce qu'il se passe et communiquer de façon permanente avec sa défense, les repositionner, mais ne va pas ici, regarde ici, il faut être dans l'axe, bouge un peu. C'est ça qui fait d'un gardien quelqu'un d'important pour, on va dire, son club. Quand nous quittons l'Europe, par exemple, l'année d'Agassa, par exemple, lorsque vous regardez Agassa, mais c'est quelqu'un qui s'imposait. Oui, à Reims, à Metz, voilà, également, où il est passé, il a fait de très belles choses. Donc aujourd'hui, il y a des gardiens comme Courtois, il y a des gardiens comme Alisson, il y a des gardiens comme aujourd'hui Raya, Arsenal, il y a des goals comme Ederson, il vient de le citer. C'est des gardiens qui s'imposent de par leur présence, de par leur autorité et qui parlent avec leur défense souvent pour empêcher que le ballon ne puisse franchir sa ligne. Franck, je reste avec vous pour vous poser cette question. On a remarqué également que ces gardiens, dont vous soulignez l'importance dans les clubs et surtout dans la performance des clubs pour aller chercher des titres, ils sont moins payés
que les attaquants, que les milieux de terrain. Comment ça se comprend? Oui, beaucoup souvent ignorent un peu le rôle fondateur, le rôle important des gardiens de but. Souvent, on se concentre sur les attaquants, les milieux de terrain et parfois même un peu de clin d'œil aux défenseurs. Oui. Mais cela dépend également du management de ce gardien-là. On a vu Arizabal, qui a été vraiment acheté à une somme... Oui, 80 millions d'euros. Voilà, incroyable. Donc, ça dépend du management qu'on fait autour du gardien. Donc, il y a des gardiens aujourd'hui qui se frottent les mains, ils sont bien payés. Lorsque vous prenez Neuer, lorsque vous prenez par exemple d'autres gardiens, Alisson, et tous les autres, si votre manager est bien, je pense que c'est un exemple aussi. Personne ne vous sous-estime parce qu'ils ont un rôle important, le dernier rempart dans un club, mais il faut bien le traiter. Et je pense que dans certains clubs, ça se passe bien pour eux. Dès là, vous pensez que les gardiens de but aujourd'hui sont jugés, on pourra dire, à leur propre, à leur vraie valeur? Bon, pas forcément à leur vraie valeur, mais dans d'autres clubs aussi, on sent que si vous êtes un véritable cadre, vous avez tout de suite le salaire requis. Je ne pense pas que Manuel Neuer aujourd'hui du côté du Bayern Munich soit ce joueur-là qui est en train de prendre peut-être le mini-salaire du club. Si vous êtes un cadre véritablement, si vous avez fait également... Mais je suis sûr que quand on fouille aussi, c'est pas lui le plus gros salaire du Bayern. Sinon l'un des plus gros. L'un des plus gros, oui, voilà. Parce qu'il est devenu cadre, parce qu'il a prouvé plusieurs fois qu'il est international, également. Tout ça, ça rentre dans la balance. Tout ça là, ça rentre dans la balance. Et je pense que si d'autres gardiens veulent avoir leur compte à la banque bien rempli, il faut travailler. Il faut travailler, il faut s'imposer. Il faut performer. Exactement. Et je pense qu'avec ça peut le faire, même si par moment, on peut retrouver dans d'autres clubs des gardiens comme David Raya. Je ne pense pas que, en tout cas, puisque actuellement, lui, il vient d'arriver, il faut être sur la durée. Mais pour l'instant, il compte dans les performances d'Arsenal. Il compte dans les performances d'Arsenal. C'est vrai que sa taille, c'est 1m80. D'accord. Mais il arrive avec sa détente, avec sa lecture de jeu, son placement sur le terrain aussi à bien faire les choses du côté d'Arsenal. Comme vous le dites si bien, il y a un auditeur qui nous écoute en disant, il s'appelle Kouanori, qui dit les gardiens de 1m90 vont très vite au sol car ils ont grandi avec cette agilité, surtout quand ils font les centres de formation. Aujourd'hui, quand tu n'es pas grand, tu as des problèmes car les attaquants sont de plus en plus grands. Voilà ce qui met fin en tout cas à ce débat. Peut-être qu'on ne voit pas le même football, mais tout de suite, s'il vous plaît, 10 secondes pour ajouter. Moi, je pense que les gardiens ne sont pas traités à leur juste valeur. D'accord. C'est ce que moi je pense. On aura tout le temps de revenir sur le sujet. Parce qu'en termes de salaire et en termes de trophées également, tout ça, ils ont été... ils sont toujours marginalisés. Mais à 90%, les gardiens vous font gagner des matchs. Voilà qui est dit. Merci messieurs. Rapidement, on fait le tour de table pour saluer quelques personnes chez Ravo. Allons-y. On va simplement souhaiter un bon vendredi saint et puis un bon week-end de Pâques à toutes et à tous. À toutes et à tous. Roméo Milécon. Pareil, bon vendredi à tout le monde. Bon début de semaine. Et puis, pour ceux qui sont des chrétiens, bonne résurrection. On va renaître avec le Christ dimanche prochain. Vivement. Franck Lounyama. Oui, excellent week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup, messieurs, avec vos éclairages bien précis. Merci à Elon, merci à Sa Majesté Pélagie Mekou. On vous souhaite un bon week-end, Pascal. À bientôt. Ciao, ciao.